L'invité politique, c'est Thierry Repentin, qui est ministre délégué aux Affaires européennes. Je sors la presse ce matin, vous avez vu, on tire un boulet rouge sur le gouvernement, sur François Hollande, son pari perdu. Mais pourquoi ne s'est-il pas tu sur ce sujet? Mais parce qu'il est de la responsabilité du président de la République d'indiquer ce qui doit être la priorité, de mobiliser l'ensemble des forces du gouvernement, mais également des acteurs économiques. Que n'aurait-on dit s'il n'avait pas fait de la lutte contre le chômage, effectivement, la priorité de son action à la tête de l'État? Et très franchement, lorsque... Mais l'échec est là. Oui, alors... On se retrouve tous les deux ce matin en direct. Regardez les journaux, regardez la réalité, regardez le scepticisme des partenaires sociaux. Et à quoi cela tient-il? À 2500 emplois près. Car lorsque vous regardez au cours de la dernière année, sur le premier trimestre 2013, on a une augmentation de chômage de 33 000 par mois. Au deuxième trimestre, 18 000. Au troisième trimestre, 5 500. Et au dernier trimestre de l'année 2013, 2 500 oui, mais tout le monde connaît emplois. la réponse, emploi aidé, emploi aidé, emploi aidé. Emploi aidé, relance de l'activité économique, injection de cash auprès des entreprises. Je suis bien placé pour le savoir. Nous qui, à l'échelle de l'Union européenne, avons par exemple augmenté le capital de la Banque européenne d'investissement. Pourquoi? Pour que les banques puissent trouver de l'argent. Et depuis le 1er janvier, Guillaume Durand, le 1er janvier 2014, c'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, il y aura 6 milliards à disposition des États pour lutter contre le chômage des jeunes dans toutes les grandes régions. Arrêtons. Et il y a peut-être des petits résultats dans le domaine, par exemple, de l'emploi des jeunes. Les seniors, c'est une catastrophe absolue, vous le savez. Tout le monde le dit, tout le monde l'écrit. Le patronat, les partenaires sociaux sont sceptiques. Donc il y a un moment, je comprends votre enthousiasme. Moi, c'est une bérésina pour le pays. Non, et c'est pas nouveau. Votre sens plutôt de l'équilibre, Guillaume Durand. Ouais. On ne peut pas dire que c'est une bérésina. 100 000 jeunes de moins de 25 ans qui ont trouvé une activité professionnelle, c'est pas une catastrophe. Au contraire, c'est un signe très positif. L'inversion de la courbe du chômage des jeunes, c'est une réalité depuis 8 mois consécutifs. Le chômage des 25-50 ans, l'inversion, c'est une réalité depuis 3 mois. Le problème, il demeure aujourd'hui... Vous allez le marteler, mais les gens ne vous croient pas. Essentiellement, mais c'est pourtant la réalité des choses. Ouais. Le chômage a diminué sur les moins de 25 ans et depuis 3 mois sur les plus de 50. Sur la période sur les 25-50 ans. Il reste donc effectivement un effort à faire sur les plus de 50 ans et j'espère. Mais même si à stabilisation, si je reprends les éléments de langage du gouvernement, il n'y a pas de décrue. Pour que le contrat de génération décolle enfin dans les entreprises parce que ça vise précisément les plus de 50 ans. Mais il n'y a pas de décrue. On reste largement au-dessus de la barre des 3 millions. Vous avez connu, par exemple, François Mitterrand, il disait « Je vais m'en battre pour qu'on ne passe jamais la barre des 2 millions ». Nicolas Sarkozy parlait de la bataille pour l'emploi. Nous, les Français, on est obligés de constater qu'il y a des pays où ça recule. Nous, non. Non, mais tout doit être fait. D'accord. Tout. Les politiques, comme les chefs d'entreprise, et notamment, je l'espère, avec le pacte de responsabilité, tout doit être mobilisé pour la lutte contre le chômage. Et moi, c'est pas ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir. Je me réjouis néanmoins qu'au cours de la dernière année, nous allions effectivement vers une stabilisation du chômage. Et nous nous donnerons rendez-vous, si vous le voulez bien, dans 6 mois. Et nous verrons bien si ce qui a été engagé, impulsé depuis le début de l'année 2013 se confirme dans les 6 mois qui viennent. Vous n'inversez pas en claquant des doigts, c'est le fruit d'outils qui sont mis en place. Les emplois d'avenir en ont été, le contrat de génération en est un, le contrat compétitif emploi, le crédit d'impôt, compétition emploi en est un. Nous devons tout mobiliser. Voilà. Et je le fais moi-même à l'échelle de l'Europe. Je vais vous poser une question qui va vous paraître évidemment un petit peu provocante. Vous avez le camarade Laroutourou qui a longtemps été membre du Parti Socialiste et qui maintenant a fondé un parti qui s'appelle Nouvelle Donne. Il dit c'est pas les 35 heures qu'il faut contester, mais maintenant il faut descendre à 30 heures pour partager l'emploi. Est-ce que vous n'êtes pas trompé idéologiquement, le Parti Socialiste? Non, je crois que chacun peut apporter sa solution. Partager un travail, puisque de toute façon, il y en a pas. Mais il n'y a pas une solution. Je vous le répète, c'est la baisse des charges. Ça a été annoncé, c'est aujourd'hui discuté par le Premier ministre avec l'ensemble des partenaires sociaux. Mais vous avez les garanties. Le crédit impôt compétitivité emploi, ça fonctionne. Le crédit impôt recherche, ça fonctionne. Mais les chiffres ne bougent pas. Mais moi, je comprends votre enthousiasme, mais je suis obligé, comme observateur, de constater que les chiffres ne bougent pas et que tout le monde est sceptique. François Hollande, 1 Français sur 4 simplement a confiance en sa politique. Il a des problèmes privés. Le chômage, ça ne fonctionne pas. Comment voulez-vous qu'on ne juge pas cette expérience? Ne dites pas que le chômage, ça ne fonctionne pas. Oui, mais écoutez, je comprends vos arguments. Je dis simplement chômeurs supplémentaires. En je 2013, comprends il y en avait 280 000 mais les gens ont besoin de résultats beaucoup plus massifs. Ce qui veut dire que nous sommes sur la bonne trajectoire. Tout cela s'est joué à 2500 emplois. Si au mois de décembre, le chômage
avait diminué de 10 ou 20 emplois, on aurait dit que c'était un succès. Vous avez vu que Marine Le Pen dit que c'était un sketch. 2500 sur 3 300 000. C'est pas Marine Le Pen a dit que c'était un sketch, cette affaire. Oui, ça n'est pas une référence ni pour moi ni pour vous. J'ai pas dit que c'était pas une référence pour moi. Je dis mais ça prouve qu'il y a quand même une sorte de désespoir. Deuxièmement, par exemple, Copé demande la démission de Michel Sapin pour que fondamentalement les Français aient l'impression que quelqu'un. Enfin, franchement, là, on est dans la politique qui ne nous grandit pas les uns et les autres. Michel Sapin fait un très gros travail avec l'accord national interprofessionnel. Il fait un très gros travail pour moderniser la formation professionnelle, le développement de l'apprentissage. Et c'est quand on est aux manettes, au contraire, on doit soutenir celles et ceux qui se battent pour ne pas considérer que le chômage il est inéluctable chez les jeunes notamment. Et je le répète, la diminution du chômage des jeunes de moins de 25 ans. Il y a moins de chômeurs aujourd'hui en 2014 qu'il y en avait en 2012. Mais vous vous rendez compte que tout ça se place dans un contexte où vous avez des Français, fussent-ils minoritaires, qui sont en train d'organiser des manifestations, y compris l'une d'entre elles qui entame une grève de la faim en demandant Hollande démission, qu'il quitte le pouvoir, etc. Enfin, il y a quelque chose qui m'étonne, parce que il y a quand même un climat particulier dans le pays à l'égard du pouvoir. Quand vous avez des gens qui sortent d'on ne sait pas où, qui tout d'un coup sont prêts en coagulant d'ailleurs des identités politiques qui n'ont aucun rapport, les bonnets rouges, les partisans de Dieudonné, l'extrême droite, Civitas, qui demandent la démission du président, c'est qu'il y a quand même une mise en cause de sa politique. C'est aussi une analyse divergente entre la droite et la gauche. La gauche, elle est légitimiste une fois que les élections se sont faites, une fois qu'un président de la République a été élu par le peuple, on ne remet pas sans cesse en cause cette légitimité, le suffrage universel. Et une partie de la droite extrême, conteste le fait que la gauche conteste. Je dis qu'il y a une contestation sur une partie de la droite extrême qu'on ne retrouve pas à gauche. Et moi, je dis plutôt que de manifester dans les rues, voyons comment chacun, à la place où on est, nous pouvons aider notre pays à nous en sortir. Chaque membre du gouvernement le fait. La mobilisation du président de la République, elle a été essentielle pour que dans tous nos ministères, nous nous battions pour avoir des moyens supplémentaires pour lutter contre le chômage, pour développer l'économie. C'est le cas de sa visite aujourd'hui en Turquie, comme moi je le fais sur la scène européenne. Justement, vous allez aller à Bruxelles pour ces négociations donc avec les Russes. Évidemment, c'est le cœur de l'affaire, c'est l'Ukraine. Est-ce que vous considérez d'abord que cette nuit qui vient de s'écouler, la situation s'est un petit peu apaisée avec la fin de l'état d'urgence, l'évacuation éventuelle des bâtiments et la non-poursuite, ou en tout cas la libération d'un certain nombre de manifestants? Est-ce que ce matin, il y a moins de danger qu'il y en avait il y a 48 heures? Les réactions internationales visant à la fois à condamner l'excès de violence de la part des pouvoirs publics en Ukraine, l'appel au dialogue se traduit effectivement par une nuit plus apaisée. Ce qui va se passer aujourd'hui est très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une convocation de la Rada, le Parlement ukrainien, qui doit, nous l'espérons, revenir sur une dizaine de lois qui ont été adoptées dans l'urgence le 16 janvier de cette année, visant à réprimer toutes les manifestations, à punir sévèrement celles et ceux qui descendent dans la rue pour dire quelles sont leurs perspectives politiques. Bref, nous espérons effectivement qu'aujourd'hui sera une journée qui marque un retour vers le dialogue. Mais l'opposition pro-européenne ne veut pas co-gérer le pays avec Yanukovych. Donc est-ce qu'il faut, est-ce que vous considérez que Catherine Ashton, au nom de l'Europe, va aller demander son départ demain officiellement? Ou est-ce que c'est ça le sujet qui est posé aujourd'hui? Non, la proposition qui était faite par M. Yanukovych à l'égard de l'opposition, peut être aussi considérée, en tout cas c'est considéré comme ça à Kiev, comme une mesure un peu dilatoire, en quelque sorte faire exploser cette minorité, cette contestation dans la rue. Avec ceux qui resteraient dans la rue et ceux qui entreraient au pouvoir. Qui s'étaient fédérés, effectivement. Mais il faut qu'ils partent, Yanukovych. En tout état de cause, les opposants demandent à ce qu'il y ait des élections présidentielles anticipées. C'est le dialogue à Kiev qui apportera la réponse. Madame Ashton sera ce soir effectivement à Kiev pour demander à ce qu'il y ait... Mais la réunion d'aujourd'hui, c'est ça le sujet. C'est obtenir les élections anticipées. Ça peut être une discussion. C'est ce que vous allez demander aux Russes? Non, écoutez, on va demander surtout, j'imagine, aux Russes, mais je ne serai pas dans la négociation puisque c'est le président Barroso et M. Van Rompuy qui le reçoit, de ne rien faire en termes d'ingérence. Que les, finalement, Ukrainiens choisissent librement
leur avenir. Car on l'a vu, la décision qui a été prise par le pouvoir de ne pas signer l'accord d'association avec l'Union européenne n'a sans doute pas été prise totalement librement par M. Yanukovych. Est-ce que vous considérez que la parenthèse, que c'est vrai que les Jeux Olympiques à Sotchi vont permettre, disons, en tout cas d'une manière faciale, au pouvoir russe d'être un peu moins intransigeant sur ce domaine, est-ce que cette parenthèse, justement, peut être une parenthèse utile pour obtenir quelque chose? Écoutez, pendant qu'on skie, pendant qu'on obtient les médailles, on peut négocier. Non, mais le fait qu'il y ait finalement l'ensemble des médias qui s'intéressent à la Russie, à cette partie du monde, c'est aussi propice à ce que nous puissions trouver une solution politique en Ukraine. C'est la seule solution que nous devons porter les uns les autres. C'est ce que je suis d'ailleurs allé dire moi-même aux opposants, à M. Klitschko. Je suis allé sur la place Maïdan rencontrer les manifestants. J'ai vu le Premier ministre ukrainien en lui disant « Vous ne pourrez pas résoudre cette question par la violence et la communauté internationale, notamment l'Europe, sera très attentive à la façon dont vous gérez cette difficulté. » Avant qu'on parle du référendum en Turquie, parce que c'est aussi un de vos sujets, parce que vous êtes ministre délégué aux Affaires européennes, quel est le vrai danger pour nous, cette histoire? Là, parce que les gens, vous savez, en matière de politique étrangère, ils sont quand même moins sensibilisés que sur le chômage. Donc cette affaire ukrainienne, pour nous, Français et Européens classiques, où est le danger? Il faut que nous trouvions les voies et moyens pour qu'un jour l'Ukraine soit arrimée au continent européen plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un enjeu économique majeur. L'Ukraine est un très grand pays qui, un jour, aura plus à commercer en quelque sorte avec l'Union européenne. Donc c'est un marché. Mais c'est aussi un espace de liberté aux frontières de l'Union européenne. Et les gens qui manifestent dans la rue, que veulent-ils? Un système politique démocratique comme les standards européens, et une évolution de l'économie qui profite non pas à une caste, mais à l'ensemble. C'est la corruption qui est au cœur de tout ça. C'est en tout état de cause, effectivement, une oligarchie à la tête d'une partie de l'économie, et les chefs d'entreprise français que je rencontre disent à quand des règles du jeu qui fassent que nous puissions candidater et choisir avec des règles transparentes. C'est un des enjeux de l'accord de libre-échange que l'Union européenne souhaite signer avec l'Ukraine. Dernier point, Thierry Repentin, vous êtes ministre délégué aux Affaires européennes. Ce référendum sur l'adhésion donc de la Turquie, proposé par François Hollande évidemment aux Turcs, mais qui aura lieu en France, on sait que ces questions ne se poseront pas avant en gros 2017, 2018, 2019, 2020. Donc au fond, pourquoi proposer un référendum dont on sait très bien qu'il n'aura pas lieu? Non, mais je ne pense pas que vous puissiez dire qu'il n'aura pas lieu. Ce sont les règles de l'Union européenne pour accueillir un nouveau pays. Si d'aventure, un jour, la Turquie a fait les efforts nécessaires, les réformes structurelles lui permettant de pouvoir rentrer, cela nécessite que le peuple soit consulté. Ce n'est pas le cas qu'en France, c'est le cas aussi en Autriche. Mais Nicolas Sarkozy était opposé. Quelle est la position de la France aujourd'hui? C'est la position de François Hollande à l'égard de la Turquie. C'est oui, mais il est favorable ou pas à l'entrée de la Turquie? Sarkozy, c'était non. C'était non. Et vous? Alors qu'on avait dit oui en 2005 et que des négociations avaient commencé. Eh bien, on dit chiche, si vraiment vous souhaitez venir, voilà quel est le cahier des charges. Vous devez réformer les règles en matière économique pour plus de transparence, des marchés publics qui soient totalement ouverts. Vous devez réformer la justice. Oui, mais... vous devez réformer effectivement la liberté de la presse. Nous assurer qu'un certain nombre de valeurs de l'Europe soient partagées. Pour cela, travaillons et nous verrons à l'issue de ces négociations qui dureront plusieurs années, si vous êtes vraiment motivé, montrez-le nous. Merci beaucoup Thierry Repentin. Donc bonne journée à Bruxelles puisque vous allez travailler donc dans le cadre de ce sommet entre l'Europe et les Russes.